Bonjour à tous. Euh, Dans cette salle, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent actuellement un design system dans leur boîte? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui s'apprêtent à créer ou à faire un design system dans les prochaines semaines? Très bien, merci. Alors, quand on crée un design system, petit détail, c'est bon. Quand on crée un design system, la première chose qu'on va faire, c'est se renseigner en fait sur ce qu'est un design system, comment ça marche, comment on crée un design system. euh, à quoi ça sert, etc. Et donc la première chose qu'on fait, c'est d'aller un peu se renseigner. Et, euh, et en fait, on tombe un peu sur ce qu'on appelle, nous, les promesses marketing, c'est-à-dire des phrases un peu impactantes qui donnent envie, comme l'adoption va être naturelle. Au niveau du design, il y aura 50% de réduction du temps de création, 30% de réduction de temps de côté dev, etc. Plein de petites promesses comme ça, une seule source de vérité. Et quand on voit ça, on se dit, bah, ça va être cool. Spoiler, non, c'est pas cool. Euh, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. C'est même un long parcours. C'est ce qui nous a d'ailleurs inspiré le titre un peu de cette présentation. Alors pour la petite histoire, le titre de cette présentation, un jour je monte Workflow, qui est mon collègue dans la création de design system côté tech. On parle d'un petit souci au niveau de la librairie. Et puis on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, enfin que c'est un peu le bazar. Et on est un peu agacé. Et en plaisantant, je dis, ben, on n'a qu'à l'appeler comme ça notre presse pour le Sonytech. On rigole. Et en fait, quelques jours plus tard, je m'aperçois qu'il a vraiment changé le titre de la présentation par cette phrase-là. Donc on s'est dit, ok, bon, on va assumer. Et, euh, et voilà. Donc en fait, pourquoi cette présentation? C'est pas une présentation technique qui va vous parler de comment on fait un design system techniquement, etc. C'est plus un retour d'expérience. Voilà. Et d'autant plus que c'est notre premier design system en tant que contributeur. Moi, j'avais déjà travaillé, mais pas en tant que contributeur, sur un petit projet, et Florian aussi. Et donc voilà, on va essayer de vous faire un peu ce retour d'expérience. Donc moi, c'est Mathieu, je suis lead UI designer. Je suis arrivé chez TIDS en 2021. Je travaille dans une équipe de product designers. On est 8 personnes. Cette équipe est composée essentiellement du UX designer et on est 3 UI actuellement. Et quand je suis arrivé, ben, ma tâche, c'était d'essayer d'augmenter la qualité des applications. Et pour ce faire, on allait probablement créer un outil, ou plutôt un produit, qui allait nous aider. Et ce produit-là était le design system. Et donc pour moi, je suis Florian, engineering manager chez TIDS depuis 2020. Je suis manager d'une équipe de 10 personnes qui gère une grosse application front web à destination de nos clients. Et mon objectif est double. C'est d'une part de stabiliser cette application et la deuxième d'améliorer l'expérience de dev parce qu'on a une soixante-dizaine de contributeurs actifs sur cette code base. Et justement, le design system fait partie des outils qu'on va fournir pour uniformiser l'expérience de dev. L'objectif de la présentation, donc comme on vous l'a expliqué, c'est de vous expliquer un peu notre expérience, les difficultés qu'on a rencontrées, etc. Et puis on a essayé de diviser cette présentation en 3 parties. La première, c'est le contexte, pourquoi on fait un design system, dans quel but. La deuxième partie, c'est les difficultés qu'on a rencontrées, les choses qu'on aurait dû faire ou qu'on n'a pas faites. Et en troisième partie, les résultats, ce qu'on a appris et les choses qu'on referait si on devait refaire un design system ou les choses justement à éviter. Donc avant de commencer, on voudrait vous remercier d'être ici de nous donner des feedbacks pour la présentation, d'autant plus qu'il est 14 heures et que à cette heure-là, la productivité en général chute un peu pour tout le monde. Donc voilà, on va commencer la présentation par la première partie qui est le contexte. Merci Mathieu. Du coup, l'idée, c'est de vous parler de ce qu'on a aujourd'hui chez TIDS. J'ai pris le contexte dans 2021, août 2021, c'est quand on a vraiment commencé à se poser la question de est-ce qu'on a besoin d'un design system? On a une vingtaine d'applications web, des petites, des grosses, on en a 4 principales qui sont utilisées directement par nos clients et pas mal de petits outils internes. On a à peu près 200 ingénieurs,
En général, ils sont full stack, mais on a chacun nos appétences, nos préférences, nos différents niveaux, de l'alternant, stagiaire, jusqu'au senior, staff et principal engineer. Comment on arrive à naviguer autour de ces différentes applications et à développer de la même manière? C'était vraiment ça notre sujet. À la fois euh, dans le code, mais aussi d'un point de vue visuel. On va y revenir juste après. Et l'équipe de design, l'équipe de Mathieu à l'époque, ils étaient trois. Donc imaginez trois personnes qui vont produire des mocks Figma pour, on va dire, 50 personnes qui vont développer activement des features sur le web. Évidemment, c'est pas tout. On a tous de la dette technique. Nous, on a sur nos applications principales qui ont été développées en Angular. Il y a quelques années, on essaie de migrer vers du React. Et c'est vraiment la techno cible, mais on a encore beaucoup de legacy qu'il faut traîner. Et vous allez voir que ça a aussi un impact sur la manière dont on va construire ce design system et la manière dont il va être adopté. Et enfin, le dernier point, bon, 200, il faut imaginer 200 ingés, c'est plus d'une dizaine d'équipes sur 3 bureaux différents, à Paris, à Bucarest et à Montpellier. On est souvent siloté, on n'a pas forcément des communications quotidiennes. Et donc, quand on développe une feature, bah, on ne sait pas que l'équipe B a fait la même chose. Le bouton, il a été développé d'une manière et pas forcément de la même par l'autre équipe, etc. Donc, on se retrouve avec des choses qui ne sont pas forcément cohérentes visuellement, pas cohérentes au niveau du code. Et l'équipe de design de Mathieu, elle n'a pas forcément le temps non plus d'aller vérifier que c'est pixel perfect à chaque nouvelle feature, parce qu'on va release 50 fois par jour. Sur toutes nos applications, on release énormément. Donc on en vient à se poser la question, est-ce que ce serait pas le moment d'améliorer les choses? Donc l'équipe design est venue me voir parce que j'étais responsable de l'application la plus grosse et qu'on avait un vrai besoin d'uniformisation et surtout de réduire les coûts de design. Il faut imaginer 3 personnes qui produisent des mocks pour 50 personnes, il faut qu'ils puissent produire vraiment très 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 vite. Donc l'équipe design avait déjà commencé son design system de son côté Figma, ce qui leur permettrait de gagner en vélocité. Mais nous, côté dev, à chaque fois, on redéveloppait les mêmes choses. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'expérience utilisateur. D'une dizaine d'équipes qui contribuent sur une seule et même application. Si visuellement, on voit une différence, l'utilisateur va être un petit peu perturbé. Donc là, on le voyait clairement. Des features développées par l'équipe A ne ressemblaient pas du tout à des features développées par l'équipe B. Le bouton d'action était pas au même endroit, pas forcément de la même couleur. Enfin, je grossis le trait, mais il faut imaginer ça. Donc là, le design system, l'idée, c'était justement d'avoir une bibliothèque de composants, des guidelines UX sur comment faire un formulaire, comment faire des tableaux, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une vingtaine d'applications, mais il faut aussi répliquer ça sur les 20 applications et éviter de réinventer à chaque fois les mêmes choses. L'équipe design a envie de changer les couleurs de tel ou tel composant, on fait juste une mise à jour du design system, on l'applique sur nos applications et c'est fini. Là, il fallait que chaque équipe ait le temps dans sa roadmap de faire les modifs. Donc, il faut imaginer qu'à l'échelle de 200 personnes, ça fait beaucoup de choses à faire. Et enfin, et c'est un problème aussi sur notre process, la qualité UI UX à la fin de ce qui est mis en prod, c'est l'équipe design qui en était responsable, mais elle n'a pas forcément le temps de le faire. Donc avoir une bibliothèque de composants partagés permet de standardiser ça. Donc à la fois visuellement, au niveau de l'expérience de dev, c'est-à-dire qu'un composant type select va se comporter exactement de la même manière, quelle que soit l'application. On va peut-être avoir des jeux de couleurs qui vont différer en fonction de dans quelle application on est. Donc là, je vous ai donné le contexte, et maintenant, on va un peu retracer le parcours depuis août 2021, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et quels sont les obstacles qu'on a rencontrés. Donc je vous disais tout à l'heure, en premier, c'est l'équipe design qui est venue me voir, on dit voilà, il faut vraiment qu'on lance ce sujet, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est une bonne idée. Maintenant, il faut que j'arrive à convaincre le reste de la communauté des devs front sur est-ce qu'on veut le faire, comment on veut le faire, et qui est motivé pour aider. Donc on est parti sur pas une croisade, parce que finalement on a eu l'adoption assez rapidement du leadership, des équipes étaient motivées aussi. On s'est mis d'accord sur la manière de le faire, une personne de mon équipe a fait un prototype,
on va partir from scratch, on va faire une lib en CSS pour pouvoir surcharger les composants Angular, et on va se focaliser sur des composants React vraiment propres. Et donc ça va nous permettre de gérer à la fois le legacy et les nouvelles features. Donc on part là-dessus, on se dit tiens, l'équipe design veut faire une nouvelle charte graphique sur les deux plus grosses applications, revoir visuellement pour rendre les choses un petit peu plus premium, un peu plus propre, un peu plus moderne aussi. C'est l'occasion de crash tester notre première version du design system. Donc on avait les couleurs, on avait les fontes, on avait les boutons, choses assez basiques. On les a intégrés. Au bout de quelques semaines, on met en prod. Super succès, on communique en grande pompe. Bon, voilà, le design system, c'est une réussite. Bon, il manque encore plein de composants, mais on va les développer et n'hésitez pas à contribuer dedans. Et là, on est parti donc sur la V0. Donc là, il y a une timeline de à peu près 2 ans. 110 itérations. On se cherche, on a galéré à trouver la bonne vision, on avait des détracteurs, des gens qui nous supportaient mais qui n'avaient pas forcément le temps de contribuer. Donc finalement, on s'était organisé avec une équipe décentralisée, donc chacun pouvait contribuer, mais on se rend compte que la vision qu'on portait tous les deux et la vision technique aussi n'était pas forcément claire et bien répartie dans les équipes. Donc arrivé l'été 2023, je crois, on a un petit peu revu notre copie en se disant on va vraiment se focaliser sur les composants de base, on va revoir notre organisation, et ça, tout ça, on va le décrire juste après. Et donc là, on est dans un rythme de croisière où on a sorti notre V1 très stable et on continue à itérer. On a des nouveaux composants qui sortent régulièrement et on s'est un peu recentralisé sur une équipe unique. 4 principaux défis qu'on va détailler juste après. On va schématiser sur une pyramide pour vous montrer vraiment l'importance des bases sur le tooling, sur la documentation. C'est Mathieu qui vous décrira ça. On s'est pas mal cherché aussi au début. Ensuite, comment on a géré les priorités. Vous avez vu la première phase où on a beaucoup itéré. Le fait de se réorganiser, de mieux gérer notre roadmap, nous a permis d'accélérer. La gouvernance, un point super important, c'est porter une vision, qui décide quoi, comment on relaie ces informations. Et finalement, l'adoption, un point qui est non négligeable et qui permet de faire de ce produit une vraie réussite ou pas. Mathieu, je te laisse enchaîner. Ouais. Ah, pardon. Alors, ouais, premier défi, le tooling. Donc, quand on commence un design system, forcément, il faut un peu faire l'audit des outils qui sont disponibles pour le créer. Et donc, de notre côté, nous, on avait déjà Figma. Côté tech, vous aviez déjà Storybook, vous aviez déjà pas mal de choses, mais on s'est dit, bon, ok, que font les autres boîtes? Donc on s'est un peu renseigné, et on a trouvé les cas de Doctolib et de Decathlon très intéressants, puisqu'ils avaient similairement la même chose que nous, et ils utilisaient 08, et 08 était, comme vous le voyez sur cette slide qui apparaît, c'était l'outil qui nous permettait un peu de centraliser notre connaissance, que ce soit design, une connaissance de documentation, un lien d'intégration des composants qui ont été développés sur Storybook et qui étaient intégrés dans 08. Donc on s'est dit, ok, si Doctolib et Decathlon le font, pourquoi pas nous? Donc allons sur ce workflow-là. En même temps, on utilisait bien sûr Jira pour la création de tickets, donc c'est pour ça qu'on le met au milieu de la slide, au niveau du process. Et donc ce workflow-là a duré à peu près 1 an et demi. Mais au bout d'1 an et demi, ce qu'on a fait, on s'est dit, tiens, on va faire un sondage auprès de nos utilisateurs, donc du design system. Et là, on a eu des résultats qui étaient un peu sans appel, et on a eu une grande claque, en fait, c'est qu'en fait, peu de personnes allaient sur 08. Et c'était notre principale source de documentation. Donc on s'est dit, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait pour... qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Et donc, en fait, dans les résultats qu'on avait, c'était... je préfère rester sur Figma pour avoir mon mock et l'intégrer directement. Pour moi, Figma, c'est la source de vérité. Et d'autres qui, parfois, allaient directement sur Storybook et ne passaient même pas par 08. L'image que vous voyez sur la slide, là, c'est une vraie image qui a été prise chez nous, chez Tids.
où vous avez une petite affichette, et bon, on la voit peut-être pas là, mais peut-être pas assez zoomée, mais en tout cas cette affichette dit s'il vous plaît mettez tous vos couverts, mugs, etc. dans les lave-vaisselle qui sont juste dessous en fait. Et là dans l'évier, ben, vous voyez qu'il y a des mugs. Et donc quand on a vu ça, on s'est dit c'est le parfait exemple que la documentation, personne ne la lit en fait. Même si elle est succincte, même si elle est simple, voilà, il y a quand même un gap entre ce qu'on croit faire bien, la documentation, et la réalité derrière. En même temps, Figma sortait à cette époque-là une feature qui s'appelle Code Connect. Code Connect, qu'est-ce que c'est? C'est une feature qui permet en fait de linker la librairie Storybook, donc la librairie qui est développée par les devs en React ici, à un composant Figma. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié le process. En même temps, 08, il faut savoir que 08 c'est un CRM qui permet de faire de la documentation et qui avait un coût assez élevé. C'était plus de 10 000 euros l'année. Donc du coup, on s'est dit, bon, si personne va sur 08, autant repenser notre documentation. Donc on a simplifié notre workflow et on a fait une documentation beaucoup plus succincte et beaucoup plus directe, puisqu'en fait, la documentation technique du bouton, du select, de l'input, etc., elle va être déjà linkée dans le composant. Donc là, dans la slide que je vous montre, c'est un exemple de Code Connect. Vous avez le bouton, le développeur vient en mode dev mode sur Figma, et lorsqu'il clique sur le composant, sur la droite au niveau du side panel, il peut y avoir des liens vers de la doc complémentaire si besoin, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce petit onglet recommanded code qui s'appelait Code Connect avant, et qui est vraiment le code dont il a besoin pour la production. Donc là, en cliquant sur le petit icône copie, en copier-coller, il récupère juste ce dont il a besoin. Est-ce que ça suffit pour valider, par exemple, l'intégration d'un mock? Non. On a ici, vous voyez, un schéma d'une organisation produit chez nous au niveau de l'équipe design. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est un sujet qui mérite un peu plus de temps, mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les trois dernières étapes, la 4, la 5, la 6. La quatrième étape, c'est la création de mock-up pour la production. Lorsqu'on a fini, que tout est validé, on passe en mode ready for dev. Et donc c'est là que les devs arrivent pour faire l'intégration. Et une fois que c'est fait, ils vont nous partager ce qu'ils ont fait via une sandbox ou via un site qui est en mode alpha. À ce moment-là, on fait un travail de checking, voir si tout a été bien intégré. Si c'est OK, ça part en release. S'il y a des choses à modifier, on leur fait un petit feedback. Et ensuite, la boucle repart. Donc voilà pour la partie tooling. On va passer maintenant à la partie roadmap. Donc on va pas détailler les différents types d'organisations qu'on a mis en place, c'est plutôt Mathieu qui le fera après, mais juste pour vous expliquer les différentes demandes qu'on reçoit. On a des demandes côté UI, forcément, voilà, on a ce nouveau composant qu'on doit développer. On a des équipes qui commencent déjà à intégrer le design system, qui ont des feedbacks à nous faire sur les composants qui existent ou qui n'existent pas. On a aussi du support pour les aider, c'est-à-dire voilà, je débute, je ne sais pas comment utiliser tel et tel composant, comment je pourrais faire ça. Dans le mock, il y a ce truc-là, mais je ne sais pas comment le faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et puis on a aussi des gens qui ont envie de contribuer. Donc forcément, c'est une nouvelle code base, c'est des pratiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Développer un composant pour une app, il y a une manière de le faire, mais pour le faire dans un design system avec une généricité, c'est pas du tout la même chose. Vraiment penser tous les use cases, l'accessibilité, etc. C'est pas tout à fait la même chose. Donc on s'est retrouvé avec un problème majeur, c'est les designers, eux, ils produisaient. Vous avez leur design system qui était prêt, les mocks sortaient, les feature teams disaient c'est bon, on a un design system, on a les mocks, on y va. Ah ouais, mais en fait j'ai besoin du badge qui est pas dispo, j'ai besoin du select qui est pas dispo, mais j'ai l'input qui est dispo. Est-ce que j'intègre deux librairies pour pouvoir gérer mes 3K ou j'attends que tous les composants soient développés? Voilà, il y avait ce genre de questions qui arrivaient. Nous, notre objectif, c'était justement que toutes les features soient développées avec le design system et enlever la lib qu'on utilisait avant, Material UI, qui était plus côté Angular, pour justement pousser notre manière de faire. Mais sauf que quand il y a une deadline qui est forte et qu'on n'avait pas forcément anticipé ça,
bah, on se retrouvait un petit peu coincé. Donc forcément, de la frustration auprès des devs qui utilisent la lib, bon, qui veulent l'utiliser, de la frustration pour mon équipe qui contribuait à améliorer cette lib en développant des composants, en se disant bah ouais mais on n'a pas le temps et puis on a d'autres choses aussi à faire, on a une autre roadmap. Donc voilà, on s'est vraiment posé et on a réfléchi à ça. Gros problème de latence entre le mock qui est produit et le temps que le composant soit développé, recetté, mis à disposition de tout le monde. Et, il se passait beaucoup de temps. Et bon, même les gens ont commencé à douter de l'intérêt de ce design system. Et pourquoi vous êtes parti from scratch, pourquoi vous n'avez pas utilisé une lib qui existait déjà, etc. Nous aussi, on a douté un moment. On a revu notre manière de s'organiser, notre manière de gérer les priorités, justement pour augmenter notre vélocité et aussi mieux prédire quand un composant serait disponible et dans quelle version il serait disponible. Donc on s'est réorganisé d'un flux tendu Kanban à des sprints de 2 semaines avec un meeting de lancement de sprint classique. On se mettait tous les deux ou avec quelques devs, on estime à peu près ce qu'on peut faire et si jamais ça drift, bah, on prévient tout le monde. Et voilà, ensuite on est parti là-dessus, on a recentralisé l'équipe, c'est-à-dire que toutes les connaissances, on s'est dit on va plus former les contributeurs pour l'instant, le temps qu'on ait les composants de base, on va vraiment se mettre en mode task force, on va faire cette V1 et ensuite on verra si on ouvre les contributions. Parce que forcément, ça nous prenait du temps en formation, en review du code qui était produit. Et souvent, le code qui était produit, c'était du code qui allait s'appliquer directement dans leur use case, mais ils n'avaient pas forcément pensé à tous les use cases. Et donc, on en vient justement à cette gouvernance et les différents modèles qui existent. Ouais. Troisième point, c'est la gouvernance. Qui décide quoi? Comment on s'organise en fait pour faire un design system? Là, sur cette slide, il y a 3 modèles différents de gouvernance. Le premier, c'est le binôme design tech, l'équipe centralisée et l'organisation décentralisée. Alors, le binôme, qu'est-ce que c'est? C'est une petite structure entre un designer et un tech lead transverse. Les points forts de cette structure-là, c'est tout se partage très vite puisqu'on est peu à décider. Il y a une communication directe et il y a une prise de décision très rapide. Donc ça, c'est les avantages. Les limites, en revanche, c'est que sans ambassadeurs, sans personnes qui vont parler du design system autour, c'est assez fragile. Au niveau de la scalabilité, c'est léger. Et enfin, il y a une dépendance aux individus. Logique, puisque si on est peu, le jour où quelqu'un s'en va, il y a une grosse perte. Au niveau de l'équipe centralisée, la structure, c'est une core team dédiée au design system. Donc les points forts, c'est qu'il y a une spécialisation, il y a une continuité dans le développement des composants. Il y a une équipe qui sait vraiment de quoi on parle. Et on a une roadmap qui est propre et définie. Au niveau des limites, par contre, de l'équipe centralisée, c'est qu'il y a un risque d'isolement et que parfois cette équipe-là soit un peu déconnectée des besoins des autres feature teams. Et enfin, il y a l'organisation décentralisée. Donc là, c'est une coordination transverse avec plusieurs équipes. Les points forts de cette organisation-là, c'est qu'il y a une forte adoption locale selon toutes les feature teams. C'est un modèle agile avec une grande flexibilité, mais par contre, au niveau des limites, c'est que ça demande une coordination assez complexe. Il y a besoin d'avoir des outils solides et surtout, il y a un risque d'incohérence puisque si certaines feature teams avancent plus vite, etc., il y a besoin d'une vraie communication entre ces équipes-là. Alors, chez TIDS, comment on s'est organisé? En fait, nous, on a fait les 3. Voilà. On s'est cherché au début. On a commencé en étant un binôme design tech. Donc ça, c'était vraiment au tout début de la conception. Et ensuite, on s'est dit, on va faire une contribution multiple avec différentes personnes qui pourraient contribuer. Mais comme Florian l'a dit précédemment, en fait, on a eu des limites à ça, puisque les personnes qui contribuaient au design system étaient parfois prises par d'autres tâches. Donc elles ne pouvaient pas avoir le temps de développer. Et ce temps de développer qu'elle n'avait pas, ça faisait en sorte qu'il y avait ce qu'on a parlé de la latence tout à l'heure, c'est que les composants qui étaient prêts côté design n'étaient pas prêts côté technique, côté code. On est revenu à une équipe centralisée qui était à peu près de 5-6 personnes. Donc là, ça a bien marché. On a pu commencer à dérouler des composants et à livrer pour les feature teams qui attendaient. Et aujourd'hui, on se retrouve entre les deux puisque quelques personnes sont parties. Et donc là, on est entre ces deux modèles-là.
Un exemple au quotidien de design system, par exemple sur un composant que l'on doit créer. Donc là, récemment, on avait besoin d'un composant upload. On est en train de créer un éditeur de publicité, enfin de le revoir, et on utilisait un composant upload qui était vieillot et en même temps qui n'était pas du tout dans la librairie. Donc la première question, c'est est-ce que ce composant doit être intégré dans la librairie? Euh, Pourquoi? Ben parce qu'il faut pouvoir le réutiliser ensuite derrière de manière industrielle sur d'autres features par exemple. Lorsqu'on arrive comme ça en tant que designer et qu'on dit il nous faut un composant upload, la première question du développeur c'est ok, ouais, on en a un mais on utilise une librairie externe, est-ce qu'on a vraiment besoin de redévelopper un composant? Et puis il y a aussi le product owner qui va dire mais combien de temps ça va prendre de changer ce composant-là? Donc en général, quand on a cette problématique-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit autour d'un atelier qui va durer maximum 1 heure, mais grosso modo, en général, ça dure à peu près une demi-heure, dans lequel on va discuter et on va établir les pour et les contre. Donc en général, ce genre de réunions, elles se font avec toutes les parties prenantes des métiers, le designer, le dev, l'engineering manager et parfois le product manager. Donc voilà pour la gouvernance. Maintenant, on passe au dernier pilier qui est l'adoption. Donc on a vu tout à l'heure dans les post-it, l'adoption est naturelle évidemment, puisque on fait un bon produit, mais non. En fait, non, non, même si le design system avait été parfait dès le début, il aurait fallu communiquer, informer, euh, mesurer cette adoption pour l'améliorer et collecter des feedbacks. Et évidemment, c'est pas ce qu'on a fait. Donc, on s'en mord un peu les doigts aujourd'hui, on s'améliore, mais voilà, juste pour vous donner un petit exemple d'aujourd'hui, sur nos vingtaines d'applications, je vous ai mis ici, c'est vraiment, je l'ai pris lundi. On a 6 applications qui sont toujours en V0. Donc, vous vous souvenez, hein, la V0, elle a plus de 2 ans. On a 3 applications en V1, 2 applications en V2 et 10 en V3. Donc là, la V3, c'est bien. Mais les autres, elles sont toujours restées bloquées. Alors, il y a plein de raisons à ça. Une mauvaise communication, en disant, bah voilà, ça y est, on a sorti le design system, la V0 est prête, vous pouvez l'utiliser. En fait, ils l'utilisent pour leur première feature et après, ils se rendent compte qu'il n'y a plus du tout de maintenance, ou en tout cas, ils ne voient pas leurs composants s'améliorer. Donc communication, pas top. Le faire vraiment en continu, de manière régulière, et expliquer les bénéfices pour eux sur pourquoi je ferais le bump de ma lib si j'ai pas forcément des besoins. Ça fonctionne, mon bouton il marche. Et voilà, quels sont les bénéfices pour eux? La deuxième raison, c'est la V0, elle a mis beaucoup d'itérations avant de sortir en V1. On s'est beaucoup cherché, donc forcément on a amené énormément de breaking change. En fait, à chaque fois qu'on est passé en version majeure, on a amené quelques breaking change, plus ou moins. Mais quand on est déjà un peu surchargé avec sa roadmap, si en plus on doit faire une migration pour gérer un ensemble de breaking change, forcément ça ralentit l'adoption. Donc ça, c'est vraiment une leçon pour l'équipe technique principalement, mais les breaking change nous ont vraiment posé des problèmes. Et forcément, des applications qui ne sont pas forcément maintenues de manière quotidienne. C'est pour ça que les 9 qui sont en V3, c'est des applications sur lesquelles les gens contribuent de manière quotidienne. Celles de plus vieilles n'ont pas forcément eu besoin d'être modifiées depuis ces jours-là. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place au fur et à mesure? Parce qu'au début, on n'a pas du tout mesuré. C'est au bout de, je crois quand on a sorti la V2 qu'on s'est dit, mais il y a encore des gens qui utilisent la V0. Et en fait, oui, il y en avait beaucoup. Donc, ce qu'on a fait même, c'est migrer pour eux leurs applications, mais on l'a pas fait partout. Donc, on s'est dit, on va mieux communiquer, on va communiquer de manière plus régulière et de manière automatisée aussi. Donc, à chaque fois qu'on fait une nouvelle release, on a notre petite GitHub Actions qui va écrire les release notes, qui va les poster dans un Slack dédié. Et les gens seront notifiés des composants qui sont arrivés. On fait des meetings aussi de manière régulière, tous les mois, avec des ambassadeurs, donc une personne de chaque équipe qui utilise le design system ou qui a vocation à l'utiliser dans le futur, pour justement les aider à mieux comprendre comment fonctionne le design system, quelle est la roadmap, et répondre à leurs questions et à leurs feedbacks. On a fait plein d'autres choses, des task force, des breakfasts, justement pour continuer à communiquer, à amener un petit peu plus de gens à toucher, à être hands-on sur ce design system.
On en parle aussi quand une nouvelle personne arrive dans l'entreprise. On parle de ce design system comme un produit à part. On a parlé de Figma Code Connect et on fait aussi du support. Donc mon équipe qui est en charge de ce design system va aider, répondre aux questions et implémenter des feedbacks si vraiment il y a besoin. On va passer aux résultats maintenant et aux leçons qu'on a apprises. Donc quand on a sorti la V0, c'est un peu les métriques qu'on a voulu suivre, c'est le nombre d'équipes qui utilisent le design system, le, le nombre de composants qu'on va avoir dans notre librairie, le temps d'intégration, est-ce que c'est rapide ou pas, et quel gain ça peut avoir sur notre productivité en tant que dev. Et forcément, ce qu'on appelle le NPS ou Net Promoter Score, c'est est-ce que les gens sont satisfaits, à la fois en interne, donc les utilisateurs du design system, mais surtout les utilisateurs de l'application finale. Est-ce qu'ils sont contents déjà du look and feel et aussi de l'uniformisation de l'expérience. Donc en V3, donc on a vraiment beaucoup itéré. On a quasiment toutes les équipes qui font du front qui l'utilisent. On a encore quelques équipes qui n'ont pas forcément eu l'occasion de le faire. On a beaucoup de composants, il nous reste quelques composants basiques, mais vraiment on a tout ce qu'il nous faut pour au moins 90% de nos features. Temps d'intégration, on a un exemple récent où une équipe a mis un peu moins de 3 semaines pour réaliser une feature entière, c'est-à-dire tout un écran avec un formulaire, des dashboards, des tableaux, ce qui aurait pris peut-être 2 mois. Aujourd'hui, ça nous a pris moins de 3 semaines. Et ça, c'est forcément le design system qui nous a permis d'accélérer puisque les composants étaient dispo, juste à rendre le côté dynamique. Et finalement, on a fait aussi des sondages auprès de nos clients. On a sorti une nouvelle feature, on a refait une feature existante de reporting. Et voilà, on vous a mis deux petits feedbacks. C'est clean et easy to follow. Et ça fait vraiment beaucoup plus moderne et on a beaucoup plus facilement accès aux features. Donc on est passé de 3,6 avant le design system sur 5 en satisfaction client. Aujourd'hui, on est à 4,1 sur l'application principale. Donc on voit qu'il y a eu un vrai intérêt. Ça a nécessité beaucoup d'investissement, mais il y a un vrai intérêt. Aujourd'hui, on en voit les bénéfices. Mathieu va vous parler des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Ouais. Alors, là, en fait, dans les choses, les bonnes choses en fait qu'on a pu faire, ça reprend un peu les 4 piliers qu'on avait vus tout à l'heure. Par exemple, au niveau du tooling, c'est commencer par les priorités. C'est au niveau de l'outil, qu'est-ce qu'on va livrer aux besoins en fait des utilisateurs. Donc, par exemple, bien être à l'écoute des développeurs, ne pas vouloir partir trop vite dans trop de composants différents. Non, il faut vraiment se focus sur ce dont on a besoin à un instant T. Au niveau de la roadmap, c'est anticiper, s'organiser. Ça, c'est pas que pour le design system d'ailleurs, mais c'est pour plein de choses. Mais voilà, et établir des rituels, des monthly design system, comme Flo en a parlé. Mettre en place des sprints, ça nous a énormément aidé. Ça nous a énormément aidé non seulement pour nous organiser, puisque du coup on avait beaucoup plus d'objectifs précis, mais ça nous a aidé aussi à communiquer, puisque à chaque fin de sprint, on avait une release note sur ce quoi on avait travaillé, ce qui était livrable, ce qui était encore en work in progress, etc. Donc ça donnait de la visibilité au feature team. Évangéliser aussi sur le design system, donc c'est-à-dire communiquer dessus, aller voir les gens dans la boîte et leur dire est-ce que tu as bien utilisé la bonne version, etc. On a mis en place ce dont on parlait tout à l'heure, des monthly, pas des monthly, pardon, des design breakfast, qui sont des événements où en fait, le matin dans la boîte, on va parler de design et on va parler aussi, en profiter pour parler du design system. On va en parler aussi pendant les phases d'onboarding, quand une nouvelle personne arrive chez TIDS. Il y a un point qui est consacré à ça pendant le process d'onboard. Et enfin, mesurer l'adoption. Voilà. Ça, c'est vraiment clé dans le succès d'un design system. Malheureusement, on ne l'a pas fait dès le début. C'est vraiment quelque chose qu'on doit améliorer dans les semaines qui arrivent. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, via GitHub, on arrive à mesurer les versions disponibles sur les applications. Quelle version l'application utilise, est-ce qu'il y a besoin d'une update, ou au contraire, est-ce que si cette application n'est pas utilisée, est-ce que on a besoin de focus vraiment notre effort dessus.
Les choses à ne pas faire. Donc là, il y a 3 grandes choses. La première, c'est négliger la dimension brand et stratégique du design system. Un design system, ce n'est pas simplement une librairie de composants qui va vous aider à aller plus vite. C'est vraiment un produit qui transforme un peu la société. Euh, Au niveau stratégie, il y a 2 points clés. Il y a le point business. Pourquoi? Parce que si vous avez un design system qui est cohérent et surtout qui fonctionne bien, ça va faire gagner du temps. Et donc du temps de gagner, c'est derrière de l'argent de gagner. Donc là, il y aura un vrai intérêt. Le deuxième point stratégique, c'est au niveau de la brand. Le design system est un produit qui permet de véhiculer l'image de marque de votre entreprise à travers les applications. Donc que ce soit à travers l'interface, à travers l'expérience utilisateur, puisqu'elle est cohérente et elle est fluide, et aussi au niveau du ton de la voix utilisée. Donc il y a des boîtes qui ont compris ça. Si vous regardez par exemple chez Swile, si vous allez sur leur site, ils ont compris qu'il y a toute une identité forte à générer chez les gens, et ça marche plutôt bien au niveau de la communication. Oubliez que le design system, c'est un marathon. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va vous prendre du temps à court et moyen terme. C'est vraiment sur la durée. Donc il faut apprendre à gérer les difficultés, à voir comment on peut améliorer les process, etc. Et enfin, le dernier, c'est faire le design system dans son coin. Donc là, c'est catégorique, c'est voué à l'échec. Si vous mettez par exemple en équipe en mode sous-marin pendant X temps pour faire un design system et arriver et dire oh, coucou, on a un design system, on le lance, non, ça marchera pas. Il faut des points de friction pour améliorer son design system, avoir des feedbacks, voir ce qui marche pas, et communiquer en amont pour justement préparer l'arrivée du design system et pouvoir le déployer de manière fluide et efficace à travers la société. Donc voilà pour les choses à faire et les choses à ne pas faire. Et Flo va terminer sur les leçons qu'on a apprises chez Tids. Ouais, merci Mathieu. Du coup, 4 leçons principales. Je pense qu'il y en a encore plein d'autres, mais voilà, celles qu'on a envie de retenir et sur lesquelles on veut insister. La première, c'est viser la perfection en V1. Vous vous rappelez du schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Entre la V0 et la V1, il y a eu 112 ou 114 itérations parce qu'on visait la perfection. On voulait vraiment que, au moment où on sorte la V1, on ait quelque chose de parfait. En fait, non. On est en V3 aujourd'hui. On va sortir la V4 dans les semaines à venir. Bon, on n'est toujours pas parfait, c'est pas grave. On améliore au fur et à mesure. Comme disait Mathieu, si on fait dans notre coin et qu'on se confronte pas à la réalité des développeurs qui vont l'utiliser ou aux utilisateurs qui vont cliquer sur les boutons et interagir avec les composants, on n'a pas de feedback. Donc on peut pas améliorer. Donc viser la perfection, c'est vraiment le contraire à une stratégie produit. En plus, dans mes équipes, je pousse vraiment très fort cette notion de fail fast, et ce qu'on n'a pas du tout appliqué. Au départ sur ce design system. Donc vraiment essayer de trouver le minimum. Donc pour nous, c'était les composants de base sur les formulaires parce qu'on a beaucoup d'écrans qui sont des formulaires. Faire ça, ok, on ne couvre pas tous les use cases, mais au moins on a déjà ça. Le deuxième point, c'est un peu lié à ça, c'est on l'a vu comme un projet. Le leadership l'a vu comme un projet, ça n'était pas dans l'organigramme. Au début, on avait une équipe un peu virtuelle. Donc l'équipe décentralisée, elle n'était pas officielle, on était une virtual team dans GitHub qui permettait d'accepter les PR, mais il n'y avait pas de vraie équipe, il n'y avait pas de vrai rituel, pas de vraie roadmap, et donc ça n'existait pas vraiment. Quand on a changé ça en disant « Ok, c'est telle équipe qui va prendre le design system », ça a complètement changé les choses. Parce pour ma part, je pouvais matérialiser cette roadmap et dire « Voilà, j'ai des sujets plateforme et j'ai ce sujet design system qui me consomme du temps aussi. Donc je peux plus facilement gérer mes plannings et gérer la manière dont on va avancer sur ces projets. Sous-estimer l'humain, on a parlé énormément de l'adoption, mais un produit qui fonctionne, c'est parce que les gens l'utilisent. Et donc l'humain vient là. Techniquement, on a fait quelque chose qui est vraiment bien. C'est forcément améliorable, mais on a très mal géré la partie communication, la partie adoption. On a très peu mesuré ce qu'on faisait. Et ça, aujourd'hui, on le regrette un peu. Et enfin, communiquer, encore communiquer, surcommuniquer, c'est vraiment ce qu'on a retenu tous les deux.
C'est qu'on pensait, et on l'a vu avec l'image sur le lave-vaisselle, c'est bon, bah, on a envoyé l'info sur Slack, on a fait une presse à toute la boîte, bon, bah, c'est bon, tout le monde a compris. Ben non, en fait. Tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, tant que tu n'es pas confronté euh, à l'utilisation, bah, tu n'as pas forcément l'adoption qui va derrière. Donc il fallait continuer à communiquer régulièrement, et quitte à devenir relou, mais au moins on est sûr que chacun est capable de dire qu'il y a un design system dans sa boîte. Ce qui n'était pas forcément le cas au début. Et ce n'est pas fini. Après 3 ans d'aventure, on a une nouvelle aventure qui s'ouvre à nous, c'est on fusionne avec une autre entreprise et ils viennent aussi avec leur design system. Et donc le truc fun, c'est que eux sont en Angular. Et nous, bah, on voulait plus d'Angular. Donc aujourd'hui, on a 2 design systems qui sont assez différents dans la conception, forcément dans le look and feel, mais, euh, mais on n'a pas encore construit cette vision technique. Mais par contre, côté design, eux, ils sont plus qu'une seule équipe et ils vont devoir maintenir ces 2 design systems. Donc le petit avantage, c'est que nos applications sont bien séparées et on peut encore jouer sur les 2 design systems. Le jour où on voudra avoir qu'un seul design system et migrer sur toutes les applications, j'espère qu'on prendra le nôtre. Voilà. Mathieu, je te laisse parler un peu d'IA. Ouais, d'ailleurs, sur la slide d'avant, on l'a pas mis, mais on va être sponsorisé par Doliprane. Au niveau des prochains défis chez Tids, on ne pouvait pas ne pas parler d'IA forcément. Donc dans les mois qui arrivent, même semaines peut-être, on va analyser un peu ce qui se passe sur le marché au niveau des outils qui pourraient nous aider à améliorer un peu la diffusion du design system, le tester ou accélérer la création de la librairie. Moi, j'ai commencé à tester récemment, depuis quelques semaines, Lovable, qui est bon, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un outil d'IA générative et qui offre pas mal de possibilités très intéressantes, notamment pour les équipes UX. Là, ils sont sur une prochaine feature qui va permettre en fait de donner à Lovable la librairie visuelle que vous avez fait dans Figma. Et à partir de cette librairie, toute création générée par des prompts s'appuiera sur cette librairie. Donc pour l'UX, c'est vraiment un outil puissant puisque ça permet de générer très rapidement des écrans pour aller par exemple faire des user tests, etc. Donc ça ira beaucoup plus vite que par cette phase où les UX arrivent avec des wireframes et nous demandent de faire des protos pour aller voir des clients. Un autre point intéressant, c'est le modèle Context Protocol de Figma qui va permettre en fait à partir de la connexion avec des serveurs de générer avec des agents des écrans à partir des maquettes Figma de manière automatique ou des composants qui va permettre, Flo en parlera le mieux que moi, mais d'accélérer la création de composants. Et enfin, un outil que j'ai découvert récemment, que j'ai pas encore testé, mais qui est assez prometteur, qui s'appelle Lise. C'est un outil en fait qui permet, à l'aide de l'IA, d'automatiser des tâches et notamment de réduire ce gap qu'il y a entre la création des composants au niveau du design et du dev. Donc automatisation, par exemple, vous faites une modification d'un composant côté Figma, cette IA ou enfin, ce produit-là va automatiser les updates, etc. de ce composant et informer directement la stack côté tech. Donc ça, c'est vraiment très prometteur. Merci. On a fini notre présentation. Alors avant de donner le micro pour d'éventuelles questions, on voudrait remercier Sonitech de nous avoir bien sûr accueillis cette année. Tids pour l'opportunité de la présentation. Tous nos collègues qui nous ont écoutés pour nous donner des feedbacks pour essayer d'améliorer cette présentation et bien sûr vous pour être venus et avoir survécu à cette session de 14 heures. Il nous reste 5 minutes pour les questions. On va passer le micro avant de poser les questions. Merci beaucoup, c'était super enrichissant, vraiment. J'ai une question, une première, bon j'en ai 3 en fait, mais après je passe le micro quand même. Vous disiez que vous avez fait le système from scratch, mais comme from scratch, c'est-à-dire que vous n'avez même pas utilisé de headless components. Pourquoi?
Alors, moi, j'avais une raison au départ quand on a fait l'analyse un peu de ce qu'il y avait sur le marché ou pas. Et le from scratch, c'est devenu pour éviter d'être dépendant d'une librairie externe. Étant donné que c'est un projet long terme, le risque, entre guillemets, d'être dépendant d'une librairie externe, c'est que le jour où elle arrête ou elle stoppe ou il y a un problème, il faut tout repenser. Donc on voulait un peu se prémunir de ça. Après, je sais pas s'il y avait d'autres raisons. Après, techniquement, au départ, on s'est dit c'est une bonne idée, mais en réalité, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a quand même utilisé des libs headless pour faire. J'ai en tête, par exemple, tout ce qui va être du collapse, un peu d'accessibilité aussi. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de recoder à chaque fois. Et donc, ça nous a amené aussi. On s'est posé des questions sur est-ce que c'était le bon choix de partir vraiment from scratch. Si je devais le refaire, je pense que je partirais déjà sur du headless. Et par curiosité, laquelle? Ah, c'est une très bonne question. Euh, pour le coup, je sais pas, on en a vu plusieurs, on s'est pas décidé puisqu'on avait mis ça de côté. Il y avait une raison, je rajoute, là, je viens d'y repenser, il y avait une raison aussi, c'est qu'on avait une très mauvaise expérience avec Material, que ce soit dev ou design. C'est pas du headless. Ah, pardon. Mais on voulait pas partir sur un type de librairie comme ça parce que on savait que c'était de l'enfer pour modifier le CSS d'un type de composant. Merci beaucoup. Ouais, surtout, ouais, on voulait aussi garder de la simplicité. On n'avait pas forcément des. Toi, on s'est posé la question sur les tableaux, par exemple, où tout le monde venait avec sa lib pour apporter énormément de features, alors que nous, on n'avait pas forcément besoin de tout ce qu'il y avait besoin. Donc, juste du pur HTML, ça pouvait le faire. Bonjour et merci. Quelles leçons vous avez tirées de votre système de release du design system, dans le sens où vous avez un système où vous avez des releases mineures quand il n'y a pas de breaking chain, des releases majeures quand il y a des breaking chain. Est-ce que vous avez essayé de passer à davantage de releases majeures pour essayer de ne pas tout release d'un coup et d'avoir beaucoup de breaking chain d'un coup? Et deuxième question, est-ce que vous avez mis en place des outils pour prévenir les breaking change déjà visuels, voir s'il n'y a pas des endroits qui cassent? Et est-ce que vous avez prévu d'en implémenter si c'est pas le cas? Ok. Sur la partie breaking change, oui, on a essayé d'éviter un maximum d'en faire à chaque release. Donc, on a utilisé ce système de sémantique versionning. On a essayé de vraiment concentrer un maximum quand on monte une version, les breaking change. C'est pour ça que la V4, elle est prête. Mais on l'a pas encore release parce que on sait qu'on a nos applications qui ne sont pas encore on va introduire énormément de breaking change, on va supprimer des composants qui ont été revus. Et on préfère préparer les applications qui vont recevoir cette nouvelle version pour éviter que la migration nous prenne peut-être 3 semaines. Donc on anticipe avant de pouvoir faire la release. Donc ouais, on s'est posé ce genre de questions et on essaie d'éviter à chaque release de faire des breaking change. Et pour répondre à l'autre question, sur la partie visuelle, visual regression, on utilise Chromatic aujourd'hui, mais on n'a pas encore enable la possibilité de checker visuellement si on a eu des régressions. On l'a testé, il y a un petit coup. On va voir si on utilise toujours cette solution ou d'autres. Mais clairement, c'est quelque chose qui doit nous aider à passer à l'échelle aussi, à amener beaucoup plus de contributeurs et éviter, parce qu'on n'a pas la maîtrise sur toutes les applications, d'introduire un changement visuel sans qu'on s'en rende compte. Bonjour et merci. Moi, ma question, ça rebondissait un peu sur la même thématique. Vous aviez dit que c'était important de pas mettre trop d'efforts sur la V0. Et on voit bien qu'il y a un effort de migration entre les différentes versions majeures qui est important. Et donc, du coup, est-ce que vous pensez qu'en faisant une V0 qui soit plus rapide, il n'y aura pas plus de breaking change et encore plus du coup de segmentation au niveau de l'adoption? Ouais, j'ai pas la réponse. Simplement, l'expérience que nous on a eue, c'est on s'est beaucoup cherché surtout sur la manière de développer les composants et quelle API on voulait fournir aux utilisateurs des composants. Et on s'est beaucoup cherché là-dessus. Donc on a revu beaucoup de composants qu'on avait initialement développés. On s'est inspiré notamment d'une lib React pour faire ces composants. Rétrospectivement, oui, je pense qu'il aurait fallu aller plus vite et peut-être mieux outiller les migrations et essayer de mieux les automatiser aussi. On faisait tout manuellement.
Si on voulait plus facilement itérer, il aurait fallu qu'on outille beaucoup plus, plutôt que de dropper la nouvelle version, dire voilà, il y a un breaking change là, il faut à peu près faire ça. C'était pas suffisant. On a vraiment beaucoup plus accompagné le développeur, limite le tenir par la main, pour vraiment lui simplifier la vie. Nous, c'est vraiment l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience de dev. Donc, si c'est painful pour lui d'utiliser une lib, c'est qu'on a mal fait notre boulot. Merci beaucoup à tous.